Bonjour à tous, bienvenue sur MyForever. Alors aujourd'hui on vous fait une vidéo un petit peu spéciale, on vous a fait une petite sélection de produits. Voilà, on a choisi des objets, des accessoires et même des jeux applications qui sont sortis cette année pour vous aider à faire votre liste de Noël. Alors on commence avec une sélection de produits Apple. Alors on s'étendra pas sur le sujet puisqu'on a déjà publié beaucoup de choses, mais si on devait en retenir qu'un, ce serait évidemment l'iPhone 10. C'est vraiment un concentré de technologie avec une vraie rupture, Laetitia, puisqu'on a vu donc il y avait Face ID, la disparition du bouton, l'écran bord à bord, des petits trucs un peu rigolos comme les Animoji. Bref, cet iPhone 10 c'est vraiment pour nous le produit Apple de l'année et n'hésitez pas à aller voir donc tous nos tests et toutes nos vidéos. Bon alors l'iPhone c'était facile. Et côté Mac, quelle est ta machine préférée cette année? Alors Laetitia, mon Mac préféré cette année, j'aurais pu te dire que c'est le MacBook Pro, c'est celui vraiment que j'utilise tous les jours, mais pour moi il est toujours un petit peu galère à utiliser, il y a encore plein d'adaptateurs et tout, enfin on n'est pas vraiment sorti avec cette machine qui est vendue aussi très cher. Donc pour moi le Mac cette année, vraiment de 2017, c'est plutôt l'iMac qui est vraiment une excellente cuvée puisqu'on a des GPU dédiés sur toute la gamme, on a des magnifiques écrans bien sûr, on a aussi un équipement qui est tout à fait correct avec l'arrivée du Thunderbolt 3, donc il permet aussi à terme de brancher donc des GPU externes. Bref, pour moi, l'iMac, c'est vraiment la machine chez Apple qui a le meilleur rapport qualité-prix. Donc n'hésitez pas à aller voir tous nos tests et toutes nos vidéos. Bon Didier, on retourne du côté d'iOS. Plusieurs iPads sont sortis cette année, mais dis-moi quel est le modèle qui a retenu ton attention? Alors comme pas mal de monde, je pense que évidemment j'ai craqué sur le modèle de 10 pouces et demi, l'iPad Pro, qui est à mon avis le format idéal. Il est ni trop gros ni trop petit, c'est suffisant vraiment pour dessiner. Et puis cette année il y a quand même pas mal de nouveautés. Il y a l'écran donc à 120 Hz, ça c'est pas rien. Et puis on a aussi le Pencil qui est beaucoup plus réactif, et ça pour les dessinateurs donc ça compte. Et puis il faut pas oublier que cette année donc il y a iOS 11 qui a apporté quand même pas mal de nouveautés pour l'iPad, qui le rend un petit peu plus pro. Alors évidemment les tarifs restent élevés, mais je trouve que pour une tablette de cette trempe, c'est tout à fait correct. Bon alors l'Apple Watch c'est facile, il n'y en a qu'une qui est sortie cette année, mais est-ce que c'était un bon cru? Alors j'irai même plus loin Laetitia, je pense que ça c'est vraiment l'Apple Watch 1.0, c'est vraiment la première Apple Watch qui est vraiment utilisable, où les applications se lancent rapidement. Elle a aussi une bonne autonomie, moi elle tient même 2-3 jours si j'utilise modérément, donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis il y a tout un écosystème aujourd'hui, tu as quand même les bracelets, il y a quand même pas mal d'applications, et puis elle est autonome avec l'arrivée de la 4G. Bref, si vous aviez vraiment l'intention d'acheter une Apple Watch, je pense que c'est vraiment l'année où l'acheter, d'autant que les tarifs commencent vraiment à des prix tout à fait corrects. Bon alors on finit avec l'Apple TV. Est-ce que tu penses qu'avec la version 4K on est arrivé à maturité? Bah tu vois Laetitia, moi je suis un petit peu partagé quand même, puisque je trouve que l'Apple TV ça correspond pas à tout le monde, surtout maintenant on a quand même des box pas mal en France, on a aussi donc les Smart TV, on a tout, on a YouTube, Netflix, on a même YouTube en 4K qu'il n'y a pas sur l'Apple TV 4K. Et puis l'Apple TV elle a quand même un écosystème qui est assez pauvre, Apple propose quand même pas beaucoup de films. Alors après évidemment si tu viens d'acheter ta télé 4K HDR, voilà, il y a quand même des choses plutôt pas mal, il y a aussi un petit écosystème qui commence à grossir avec Molotov, avec tous les jeux qu'on retrouve sur l'Apple TV. Si tu as aussi l'usage d'AirPlay, audio, vidéo, ça peut être assez intéressant. Mais bon, voilà, je trouve qu'elle évolue pas beaucoup, la télécommande, elle a pas beaucoup changé. Bon, on a du réseau un petit peu plus rapide. Donc l'Apple TV, voilà, c'est un rapport qualité-prix, je dirais, qui est assez convenable, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Alors Laetitia, on poursuit avec ta sélection de jouets connectés et on commence avec Sphero. Donc c'est une Sphero mini en fait, une petite balle connectée. Voilà, elle fait la taille d'une balle de ping-pong, elle est pilotée avec une application iPhone qui permet de la contrôler, il y a des mini-jeux, c'est assez sympa, elle est ludique, elle est présente sous différentes couleurs. Elle a une portée de 10 mètres, une autonomie d'1 heure, donc c'est assez sympa. Et elle est pas très chère. Voilà, c'est ça, son prix est intéressant, il est 60 €. Alors ils ont sorti aussi une petite voiture, en fait c'est vraiment Flash McQueen, tous les gamins ils vont être fous de ce truc. Voilà, c'est ça, Sphero a sorti une petite voiture à l'effigie de Flash McQueen avec différents moteurs qui lui permettent d'avoir une bouche animée, des yeux derrière un écran LCD, donc ça lui permet de donner des expressions. Elle a même des zones tactiles qui permettent d'interagir avec elle. Par contre, tu disais enfant, le problème c'est qu'elle coûte quand même très cher. Ouais, elle est à 350 € je crois. Oui, c'est ça, donc c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Alors Laetitia, on poursuit avec toujours un petit robot un peu moins cher, 230 €, c'est le modèle de Anki. Voilà, c'est un petit robot qui tient dans la paume de la main, il a des yeux expressifs, il a une caméra et une reconnaissance faciale, donc il reconnaît son maître. Et puis on peut un petit peu le programmer, donc c'est un petit côté ludique et éducatif qui est assez sympa. Bon Laetitia, on poursuit avec un jeu un peu éducatif, donc c'est ces petits Lego qu'on voyait s'animer dans les Apple Store. Voilà, c'est des kits Lego faits avec des briques classiques, mais qui sont composés aussi de deux moteurs, un moteur interactif et un moteur avec un capteur de mouvement, un capteur de distance et de couleur. On peut construire 5 objets qu'on peut après programmer avec une application. Bon alors c'est de la programmation simple, c'est des petits icônes qu'on met les uns à la suite des autres. Mais pour les enfants, c'est une entrée en matière dans la programmation avant de passer au Mindstorm s'ils veulent. Bon, on vous a mis quand même un petit drone pour finir et on a pris donc le DJI Spark, donc qui vient de sortir, qui coûte pas trop cher, il est à 500-600 €. Alors il fait pas de 4K, mais je dirais que c'est assez facile en fait à prendre en main, d'autant qu'il est tout petit, on peut l'emmener facilement en voyage. Mais voilà, c'est pas très haut de gamme Laetitia, il y a quand même des choses un petit peu plus sympas chez DJI. Bah, je dirais que en ce moment la référence est plutôt le Mavic Pro, il est plus compact, il fait de la 4K. Après quand on est vidéaste, on passe plutôt au Phantom parce qu'il est plus haut de gamme et un peu plus stable.
Alors maintenant pour la domotique, on va appeler notre spécialiste HomeKit et consort, hein, c'est bien sûr Arthur. Alors Arthur, comme moi, tu as un Google Home à la maison. Moi j'ai attendu quelques mois avant de vous proposer un test, puisque je voulais vraiment voir si c'était utile à mon quotidien. Toi, c'est utile à ton quotidien, Arthur ? Ah mais complètement, il est complètement rentré dans mon quotidien, bien plus que Siri, que j'ai pourtant sur tous mes appareils Apple. Je trouve Google Assistant beaucoup plus complet que son homologue sur les produits Apple, justement. On peut lui poser des questions de culture générale, on peut lui faire imiter les cris d'animaux, ça amuse les enfants, c'est super. Et puis il est très pratique pour la domotique aussi, on peut allumer et éteindre les lumières à distance, une prise, connaître la température juste à la voix sans avoir à sortir sa montre ou son téléphone. Et puis il a plein de fonctions pratiques, le minuteur, je m'en sers tous les jours. Le réveil, les infos, la météo, super. Et puis évidemment, c'est une enceinte. Donc on a accès aux services de streaming les plus connus. On a Spotify, Google Music bien entendu, et Deezer. Et puis bientôt peut-être Apple Music. Il y a des petites traces dans l'application. C'est pris en charge par Google Assistant uniquement dans l'application iPhone pour le moment. Et peut-être bientôt, j'espère, sur l'enceinte Google Home. Ouais, il n'est pas trop cher, rappelle-nous juste le prix. Alors, il fait 149 € dans la version classique. Et il y a une petite enceinte maintenant qui est sortie, le Google Home Mini, qui fait que 59 € et qui est offert maintenant par plein d'enseignes quand on a un panier un petit peu garni. Donc c'est très intéressant. Bon alors Arthur, on parlait d'éclairage connecté. Alors moi, tu as réussi à me faire craquer avec les Philips Hue malgré le prix. Donc si tu veux équiper toute ta maison, il faut revendre au moins un rein et demi. Mais par contre, c'est vrai que c'est des ampoules qui sont assez pratiques. Moi, je me mets à m'en servir depuis son canapé. Tu peux allumer les lumières. Toi aussi, ça fait vraiment partie de ta vie maintenant, les Philips Hue. Absolument, non seulement les Philips Hue, mais tous les accessoires qui vont avec. Cette année, par exemple, ils ont sorti un petit capteur de mouvement, le Motion Sensor. Ça coûte une quarantaine d'euros. Ça permet de déclencher automatiquement des scènes avec les ampoules Hue. Mais pas que, puisque cette année, les accessoires comme le détecteur de mouvement, mais aussi les petits interrupteurs comme le U-Tap ou le Dim Switch que j'ai à la main, ont été mis à jour pour prendre en charge HomeKit. Ce qui fait que maintenant, on peut les utiliser pour contrôler d'autres équipements que les ampoules, et puis aussi des ampoules concurrentes comme les Leafix, celles d'IKEA qui sont maintenant compatibles HomeKit. On peut tout contrôler avec une seule télécommande, et éventuellement, si on a une prise connectée pour le sapin, on peut l'éteindre en même temps que les lumières du salon, ou alors créer des scènes complexes, toutes pilotables avec un petit appareil comme ça qui se colle au mur et qui se détache facilement. Alors Arthur, on enchaîne aussi avec la Tribi, donc c'est une petite enceinte connectée française, c'est ça ? Absolument, c'est une société française qui fabrique ça s'appelle Invocia. Donc c'est une petite radio de cuisine puisqu'elle a un dos aimanté, donc on peut la placarder sur le frigo. On peut écouter toutes les stations de radio françaises et internationales, avoir des petits mémos qui sont signalés par un drapeau, la jaune fluo qui sort de l'appareil. Et on peut surtout contrôler HomeKit avec, donc ça intègre déjà un détecteur d'humidité et un capteur de température. Et surtout, avec les boutons, on peut contrôler les scènes HomeKit avec un appui simple, un double clic ou alors un appui long. Donc on peut avoir sur les 5 boutons et plusieurs pages de raccourcis. On peut avoir une infinité de raccourcis HomeKit et de radio avec ça. Et le plus intéressant, c'est qu'on peut mixer radio et HomeKit pour avoir la radio qui se lance directement avec une scène HomeKit, ce qui fait que je peux appuyer sur mon interrupteur, lancer la radio ou l'éteindre au contraire, en même temps que d'autres appareils. C'est idéal si on veut avoir la radio pour le petit déjeuner ou couper tous ces équipements à la fin de la journée. Tout se fait toujours au même endroit avec HomeKit. Voilà, et on rappelle donc que tu l'as testé sur Mac Forever, n'hésitez pas à aller voir le test. Alors on reste dans les objets connectés et là on passe à la sonnette connectée. On peut voir donc son correspondant sur son iPhone, c'est ça ? Absolument, c'est tout l'intérêt de la sonnette vidéo Doorbell 2 de Ring. C'est-à-dire qu'on placarde ça à côté de sa porte d'entrée. Le visiteur arrive, sonne à la porte comme une sonnette classique, sauf que sur notre téléphone, où qu'on soit dans le monde, à partir du moment où on a une connexion Internet, on peut avoir un retour vidéo et se parler naturellement à travers l'interphone et à travers l'application. L'idéal, c'est d'avoir une serrure connectée en plus, comme ça, éventuellement, on peut ouvrir à un visiteur ou à un facteur pour qu'il dépose notre colis à l'intérieur de la maison, même si on est à l'autre bout du monde. Voilà, on rappelle aussi que tu l'as testé donc sur Mac Forever. Bon alors Arthur, si on a encore un petit peu d'argent, donc on peut s'acheter aussi un capteur de température, c'est ça ? Absolument. C'est un petit capteur qui a en plus l'avantage d'afficher directement sur son petit écran LCD la température. On a un bouton derrière et on peut passer au taux d'humidité de la pièce. Et c'est compatible HomeKit, donc on retrouve toutes ces informations sur le téléphone, sur la tablette, sur le Mac, sur l'Apple TV. Et surtout, on peut déclencher des scènes en fonction de la température et de l'humidité. Ouais, c'est parfait, on a une maison 100% connectée grâce à toi, Arthur. Alors on passe à la partie photo vidéo avec une petite sélection d'Ergo qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il nous a donné une liste de produits dont on va vous parler. On commence avec la caméra de DxO, donc la DxO One qui est sortie il y a un petit moment, Laetitia, mais là elle a eu une mise à jour assez sympa ces derniers mois. Oui, c'est ça, elle est devenue autonome par rapport à l'iPhone, elle a aussi gagné un caisson étanche et quelques améliorations logicielles qui lui permettent de gagner en autonomie,
de faire des Facebook Live, des timelapses. Après, ça reste un appareil assez cher, c'est vrai, mais c'est un petit appareil photo de poche qui est assez sympa. Voilà, faut compter quand même 500 €. Bon, alors cette année, il y a quand même la nouvelle GoPro qui est sortie. Bah oui, la Hero 6. Alors, ce qui est assez amusant, Laetitia, c'est qu'elle a à peu près les mêmes caractéristiques que le dernier iPhone. Elle filme en 4K à 60 images par seconde. Elle filme en 1080 à 240 fps, donc ça c'est pour les ralentis. Et en plus, elle enregistre en H265, donc le dernier codec là qui prend un petit peu moins de place. Bref, c'est un petit peu un iPhone, mais quand même dans un caisson un peu plus protecteur, un peu plus étanche. Donc pour faire du sport, c'est assez pratique. Elle est aussi un petit peu stabilisée, donc t'es plus obligé de les mettre sur des osmos. Alors évidemment, c'est quand même cher. Hein. Moi, je connais beaucoup de gens qui vont acheter des GoPro qui les ont mis dans des tiroirs, donc il faut vraiment en avoir l'usage. Mais bon, là voilà, la Hero 6, c'est vraiment la nouvelle référence des caméras sportives. Bon, alors Laetitia, sur l'iPhone 10, donc on a deux objectifs, mais c'est quand même assez limité hein, si on veut faire du grand angle, du macro. Du coup, il y a des petites solutions qui existent pour aller clipper en fait des objectifs, c'est ça? Voilà, notamment HoloClip qui propose des petits objectifs interchangeables qui se clipsent sur l'iPhone. Alors c'est sympa, on retrouve des téléobjectifs, des grands angles, des macros. Ça fait des images assez rigolotes, ça dégrade un petit peu l'image, mais au final c'est assez sympa et ça permet d'obtenir des images qu'on n'obtient pas avec son iPhone. Alors actuellement, donc, il y a les modèles pour iPhone 7 et 8, même 7 Plus et 8 Plus. Pour l'iPhone 10, ils l'ont annoncé, c'est pas encore disponible, mais ce sera bientôt le cas. Bon alors Didier, il fallait bien qu'on ajoute un petit peu de stabilisation dans notre sélection. Bah oui, c'est clair, et surtout qu'il y a beaucoup de poignées de stabilisation sur le marché, et maintenant on trouve même des modèles à peu près comme ça avec 3 axes qui sont autour d'une centaine d'euros, donc vraiment impressionnant. Je vous mettrai toujours les petits liens sous la vidéo, mais la référence évidemment c'est DJI hein, avec l'Osmo. Alors DJI ils sont quand même très forts en stabilisation, ils ont aussi un logiciel qui est vraiment très performant. Par contre il faut faire attention avec l'iPhone puisqu'il est déjà stabilisé, donc quand vous mettez deux systèmes de stabilisation, ça fait des saccades absolument dégueulasses, donc il faut débrayer la stabilisation, l'enlever avec des petits logiciels comme Filmic Pro par exemple, mais sinon ça marche super bien, enfin nous on l'utilise vraiment assez souvent. Par contre voilà, ça c'est un budget, hein, c'est quand même plus de 300 €. Bon alors cette année on a quand même eu la grosse sortie, c'est celle du GH5 de Panasonic qui était quand même très attendue après le succès du GH4. Ah oui, et puis c'est un appareil photo mais qui sert en fait essentiellement de caméra, même si c'est pas un mauvais appareil photo, hein, mais c'est vrai qu'il est vraiment taillé pour la vidéo. Il propose de la 4K à 60 images secondes, ils sont quand même pas beaucoup à le faire, même de la 6K, même des super ralentis là, en Full HD. Donc je dirais que c'est un appareil aujourd'hui qui propose également des super codecs, donc en 10 bits, en 4:2, enfin vraiment des choses qui sont taillées pour du petit cinéma amateur. Il a aussi un capteur qui est quand même assez gros, donc on a quand même des belles images, des beaux flous d'arrière-plan. Et surtout il est très bien tarifé, hein, il est en dessous de 2000 €. Alors nous par exemple ici on utilise beaucoup du Canon parce qu'il y a des plus belles couleurs, moi je trouve. Ils ont des autofocus plus efficaces, mais c'est vrai que c'est d'autres prix, hein. Les optiques aussi sont extrêmement chères. Donc voilà, le Panasonic, moins de 2000 €, vous avez quasiment l'équivalent d'une petite caméra professionnelle. Alors on passe maintenant à la sélection audio, Laetitia, et pour ça on a fait appel donc à June, hein, qui est notre spécialiste et tout nouvel arrivant d'ailleurs à la rédaction. Alors June, il nous a sélectionné déjà les Beats et les AirPods. Alors un petit mot, puisqu'on a fait quand même pas mal de vidéos sur ces produits Apple. Les AirPods, vous avez vu dernièrement avec notre vidéo sur les Antipods qu'ils ont quand même encore beaucoup d'avance, même si le produit est pas parfait. Mais c'est vrai que c'est vraiment très réussi, et d'ailleurs la production a l'air vraiment de marcher pas mal. Et puis les Beats, donc ça c'est le casque, le Studio 3, donc, qui est sorti récemment avec la petite puce W1. Moi je trouve que Beats, moi j'avais une idée de Beats avant, c'est vrai que le produit a beaucoup changé hein, maintenant, donc ils sont un peu mieux intégrés dans l'écosystème Apple, les finitions sont assez exemplaires, et puis bien sûr le son est beaucoup moins typé basse, mais bon voilà, pour ça moi je vous encourage vraiment à aller les écouter hein, à la Fnac. Toi t'en penses quoi June de ces casques, ces écouteurs sans fil? Alors les deux sont équipés de la puce W1, donc ça c'est super de chez Apple, ça apporte une grosse ergonomie, ce qui est le gros avantage de ces casques Bluetooth, hein, c'est de pouvoir les utiliser rapidement, de ne pas avoir de problème d'appairage. Par contre pour l'utilisation en termes de musique, de production de musique, c'est compliqué, la latence c'est pas utilisable. Pour les casques Beats, effectivement je pense qu'il faudra aller les écouter, parce que depuis qu'Apple s'est penché sur ce cas, on a gagné sur tous les plans, l'esthétique et le son sont tous les deux plus sobres. On dira. Alors le troisième produit dont tu nous parles, c'est l'iRig Pro. Donc on connaissait tous l'iRig, hein, c'est une petite interface d'IK multimédia donc qui permet de brancher donc sa guitare sur son Mac ou sur son iPhone. Alors qu'est-ce qu'il a de pro cet iRig Pro? Alors il est particulier parce qu'on peut vraiment enregistrer une chanson complète, c'est-à-dire qu'on peut chanter dans un micro de studio, et on peut aussi brancher un instrument en jack ou du MIDI ou un clavier. On peut aussi avoir une latence vraiment réduite au minimum, ça c'est vraiment bien, et puis il y a le contrôle de gain, etc. C'est un mini studio dans la poche, quoi. Alors maintenant tu nous as fait une petite sélection là pour finir d'objets un petit peu plus pro, hein, pour tous ceux qui aiment vraiment faire de la musique chez eux. Et je vois ce magnifique petit clavier là, Akai, c'est ça qui est d'un beau rouge, hein.
Oui, exactement. Les créateurs de la MPC nous ont fait le plaisir de faire un petit clavier qui a 25 touches, le LPK25 Wireless, qui marche en Bluetooth avec vos iPhones ou vos Mac et qui permet d'aller créer un peu de musique dans le jardin ou pourquoi pas de faire essayer les nombreux instruments offerts avec GarageBand à vos enfants. Et ça marche comment? Ça marche sur pile? Il y a une bonne autonomie? Oui, ça marche avec 3 piles AA et ça permet de faire de la musique pendant 72 heures. Et en plus, une fois que les piles sont éteintes, on peut toujours le brancher en USB. Ok, et le prix? 69 €, très raisonnable. Bon alors June, on finit avec une paire d'enceintes Yamaha, et celles-là, elles sont plutôt faites pour les pros, hein, pour du monitoring, non? Alors on peut tout à fait faire du monitoring avec, je vous les montre. Hein. C'est un super couteau suisse, on peut faire tout ce qu'on veut avec ces enceintes. Donc le monitoring, effectivement, elles ressemblent aux NS10M qui sont utilisées en studio professionnel et elles en ont aussi le son. Le son est extra et elles sont ultra connectées, c'est-à-dire Bluetooth, AirPlay, on peut passer par le port Ethernet, le convertisseur il est extra, c'est vraiment du top niveau. Il y a un DAC USB aussi au cas où on veut tout faire passer par les enceintes. Ok, et ce petit bijou il coûte combien? Alors 650 €, ça fait un petit peu cher, mais chaque euro sera bien investi et puis c'est quelque chose qui dure assez longtemps. Alors maintenant on reparle de l'Apple Watch, tu nous as fait une petite sélection d'accessoires et on commence évidemment donc par les bracelets. Ah, évidemment, parce que la principale qualité de l'accessoire pour moi c'est de pouvoir être personnalisé à souhait avec des bracelets. Donc j'ai sélectionné des bracelets en cuir made in France, concoctés par BandBand, voilà, avec du cuir de veau ou de taureau, c'est du cuir qui provient de France ou d'Italie. Et voilà, il y a différents styles, différents coloris, différents prix aussi. Et voilà, ça s'accorde très bien, c'est très élégant. Voilà, j'adore le côté matelassé, vraiment le cuir est épais, c'est de la super qualité, ça se déforme pas du tout, ça épouse bien la forme du poignet au bout de quelques jours. Enfin, ils sont superbes. J'adore les finitions, j'adore le style. Alors cette année, il y a eu aussi une petite nouveauté chez Apple. Hein. C'est la seule d'ailleurs vraiment nouvelle cette année. Absolument, ce sont les bracelets boucle sport d'Apple qui, comme leur nom l'indique, se destinent aux séances de sport, qui sont en nylon, mais qui ont des petites bandes agrippantes avec du velcro, ce qui permet de l'ajuster vraiment au poil, contrairement aux bracelets sport habituels d'Apple qui sont toujours soit un petit peu trop courts, soit un petit peu trop longs. On a aussi une petite butée en plastique qui évite que les deux parties se séparent. Le seul petit inconvénient par rapport aux bracelets sport et aux bracelets nylon, c'est qu'ils mettent un peu plus de temps à sécher, mais bon, du moment qu'on peut les passer sous l'eau pour les nettoyer, il suffit de prévoir le temps après pour les laisser sécher après une bonne séance de transpiration ou une petite plongée dans la piscine. Alors évidemment l'Apple Watch Arthur, il faut la recharger et même si elle a beaucoup d'autonomie en ce moment, une petite batterie comme ça est assez utile. Alors je vous avais présenté donc le modèle de Belkin qui était assez cher, hein, plus de 100 € et puis pour une grosse batterie donc plus de 6000 mAh avec aussi donc une petite prise USB, mais je crois que toi tu as quelque chose de beaucoup plus abordable. Hein. Absolument, moi la mienne elle coûte que 65 €, c'est Ugreen qui la fabrique. Alors là une réserve un peu plus modeste que la tienne, elle fait que 4400 mAh, mais elle a l'avantage en plus du galet de l'Apple Watch d'avoir un petit câble Lightning pour charger son iPhone, son iPad en déplacement sans avoir à s'encombrer d'un câble supplémentaire. Le seul petit souci, c'est qu'avec ce câble Lightning et la disparition de la prise USB-A, on ne peut pas charger un casque ou un appareil Android ou un appareil USB-C avec cette batterie. Alors Arthur, ton Apple Watch, il faut bien la poser quelque part, notamment sur ta table de chevet. Alors moi j'ai trouvé des petits docks comme ça, notamment chez Belkin, mais toi tu as une solution un petit peu plus complète. Hein. Absolument, moi le mien c'est un Ugreen et qui a l'avantage d'avoir le petit galet de charge à induction de l'Apple Watch intégré. Donc on n'a pas à l'acheter en plus, ça vaut une trentaine d'euros normalement. Et l'avantage de ce dock c'est qu'il peut être plié pour pouvoir être emporté facilement en voyage ou charger l'Apple Watch à plat, ou déplié pour profiter du mode table de chevet, être bien en face de la montre et éventuellement si on tape un petit peu sur la table à côté du chargeur, ça allume l'écran, on voit l'heure du réveil. Le seul inconvénient c'est qu'il est livré sans adaptateur secteur. Donc il faudra avoir son propre petit adaptateur ou le brancher sur une batterie externe en déplacement. Alors on termine avec une petite sélection pour les nostalgiques du Mac, c'est ça hein? Absolument, c'est le W3 Vintage de Elago. En fait, ça permet de transformer la montre en Macintosh classique une fois qu'elle est posée avec le mode table de chevet en bonus. Et ce qui est sympa, c'est que le constructeur a sorti d'autres docks depuis, comme le W4, qui transforme la montre en iMac coloré. Et c'est super sympa. Il y en a même un qui est décliné pour l'iPhone. Moi, je préfère quand même celui pour l'Apple Watch. Alors maintenant, on passe aux accessoires iPhone et puis Laurence nous a fait une petite sélection. Alors on démarre ta petite sélection avec un chargeur de voiture, hein, je crois. Au niveau des chargeurs, je vous conseille le nouveau chargeur de voiture USB-C de chez Belkin qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est capable de fournir des capacités de charge importantes, aussi bien pour un iPhone qu'un iPad Pro ou un MacBook. Il faut noter qu'il a une puissance de charge très rapide de 36 watts, qui change vraiment des chargeurs de voiture traditionnels. Sinon, au niveau des chargeurs à induction, pour ceux qui ont acheté un iPhone 10 ou un 8, on vous conseille bien évidemment le chargeur Mophie qu'on a testé sur Mac Forever.
Bon alors en hiver on utilise quasiment tous des gants pour se protéger les mains, mais ils fonctionnent pas tous avec l'iPhone. Et toi Laurence, je crois que tu as trouvé des paires assez sympas. Avec l'arrivée du froid et même avec un iPhone 10, j'ai cherché des gants tactiles et j'ai pris finalement des gants isotonaires, comme les petits chaussons. Il en existe pour hommes ou pour femmes, en taille unique et en matière extensible. Alors moi j'ai les mains plutôt petites donc ça me va bien. La matière est entièrement conductrice au niveau de tous les doigts et fonctionne absolument sur tous les écrans tactiles et permet de garder ses mains bien au chaud. Bon, on ne pouvait pas vous faire une petite sélection sans mettre évidemment des coques iPhone. Alors moi j'utilise celle d'Apple, vous savez déjà, la coque en cuir, même s'ils ont sorti là, les versions folio, mais je trouve quand même pas très pratique. Vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a fait là-dessus. Toi tu utilises quoi Laetitia? Alors moi j'utilise une coque holoclip qui est agréable à utiliser, elle est fine et transparente et assez sympa. Et en plus elle permet de clipser les objectifs qu'on a vu tout à l'heure dessus. Exactement. Alors toi Laurent, je crois que tu es un petit peu comme moi, tu aimes bien celle d'Apple, mais pas que. Oui, tout à fait. Alors moi, j'aime bien les coques assez fines et plutôt transparentes comme celle-ci parce qu'on peut évidemment profiter de son iPhone. Mais comme je suis plutôt maladroite et que j'ai vraiment un très grand sac de nana avec plein de choses dedans, je préfère ce modèle-là, qui est exactement le même que le précédent, mais avec un petit rabat. Alors les deux modèles sont très abordables, le modèle sans rabat à 6,90 € et le modèle avec rabat à 8 €. Et puis pour 5 €, vous pouvez aussi trouver ceci sur le marché, qui est un modèle qui ne protégera absolument pas votre iPhone, mais qui aura un petit poney. Alors depuis l'iPhone 7, on n'a plus donc de prise jack, donc on peut plus recharger son téléphone en écoutant de la musique avec le casque filaire. Et du coup, toi, tu nous as trouvé un petit outil assez pratique, Laurence. La disparition de la prise jack sur les derniers modèles d'iPhone ne manque pas de poser certains problèmes d'organisation, donc il existe désormais de très nombreux accessoires pour se faciliter la vie et qui rendent l'acquisition d'une petite trousse indispensable. Moi j'aime bien l'adaptateur Lightning vers iPhone parce que c'est une sorte de mini multiprise qui permet pour moins de 9 €, ce n'est pas négligeable, de brancher des écouteurs jack et de charger son iPhone. Bon alors Laurence, on termine ta sélection par un cahier un petit peu spécial, je crois. C'est le Rocketbook, qui est un cahier réutilisable à l'infini sur lequel on écrit avec des stylos Friction de la marque Pilote qu'on trouve un petit peu partout. L'avantage de ce cahier, c'est qu'on peut partager ses notes, ses dessins sur Slack, Google, Dropbox, iCloud ou via un email. Pour cela, il suffit juste de configurer les petits pictogrammes qui sont en bas que vous ne voyez pas du tout et de scanner le code via son iPhone. Alors l'autre avantage, c'est qu'on peut effacer toutes les pages comme une ardoise Veleda avec un chiffon humide, mais ça marche aussi avec un Kleenex, du sopalin ou du papier toilette. Bon alors Didier, c'est à ton tour de nous présenter ta petite sélection d'accessoires Mac et on commence avec un dock. Exactement Laetitia, alors on a fait déjà un comparatif donc, de tous les docks, donc je vous encourage à aller voir la vidéo, mais mon préféré ça reste quand même le modèle d'OWC qui je pense est le plus complet du marché, puisque ici on a même donc un lecteur SD, c'est le seul à en proposer, on a donc des sorties son, on a plein de ports USB, on en a 4 derrière en façade, ça c'est le plus grand nombre parmi tous les concurrents. On a aussi une sortie optique sonore, on a aussi du Firewire si vous avez encore des vieux disques durs, on a aussi de l'Ethernet Gigabit, on a aussi des ports pour connecter donc vos écrans 4K à 5K en Thunderbolt 3 et on a aussi donc du mini DisplayPort. Bref, si vous avez acheté les derniers MacBook Pro 2016-2017, je trouve que c'est le meilleur dock, d'autant qu'il n'est pas beaucoup plus cher que la concurrence, donc vraiment gros coup de cœur. Bon alors il me semble qu'on enchaîne avec un hybride mi-disque dur mi-dock. Oui, c'est exactement ça Laetitia, il faut aller le chercher donc du côté de l'ACI pour le Too Big, qui est donc en fait à la base un RAID, donc tu as deux disques durs qui vont quand même assez vite, c'est des disques durs à plateau, et puis là-dedans en fait ils ont greffé tout un tas de petites choses assez utiles, notamment un lecteur SD, des ports USB, des sorties d'écran, et même il peut charger un petit peu ton Mac si tu n'as plus de batterie, donc je dirais que c'est un accessoire qui est idéal en fait si vous faites de la photo et de la vidéo, d'autant qu'on peut stocker quand même pas mal de données, jusqu'à 20 Tera, et que les tarifs sont assez corrects pour du LaCie. Bref, c'est vraiment mon coup de cœur photo vidéo de l'année. Bon alors Didier, ton troisième produit c'est plutôt pour les geeks des bois. Oui, alors je l'ai mis dans ma sélection, mais c'est vrai que c'est encore très expérimental, c'est ce boîtier donc d'Akitio qui permet de brancher donc des cartes graphiques en Thunderbolt 3, donc d'avoir un peu plus de perf, surtout si vous avez un petit MacBook par exemple 13 pouces qui n'a pas de carte graphique. C'est reconnu nativement sous High Sierra avec la plupart des cartes graphiques du marché. Voilà, on a fait un petit dossier là-dessus, je vous invite à aller le voir. Pour l'instant, ça sert uniquement dans quelques applications, pas encore dans Final Cut Pro, pas encore trop pour les jeux, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc en tout cas, si vous voulez essayer, là je vous ai mis donc le lien. Bon alors, avant-dernier objet de ta sélection, et là tu nous parles d'écran. Oui, on n'a pas pu les mettre là parce qu'ils sont trop gros, mais on a testé donc les écrans 4K et 5K de LG, donc qui sont sortis en même temps que les MacBook
MacBook Pro Retina, donc fin 2016, début 2017. Nous, on les utilise depuis un an et malgré des petits bugs, ils fonctionnent quand même pas mal. Ils ont surtout une super dalle, hein. Ils ont vraiment travaillé beaucoup avec Apple. Ils ont aussi donc une connectique Thunderbolt 3, ils rechargent votre Mac. Ils sont un peu sans équivalent aujourd'hui sur le marché, ça s'est pas beaucoup développé. Donc si vous cherchez voilà, un écran pour votre MacBook Pro, je vous conseille d'aller voir, d'autant que les prix, je trouve, restent relativement corrects vu la qualité de la dalle. Bon alors on termine ta sélection avec un disque dur toujours en USB-C, c'est ça? Bah oui Laetitia, parce que l'USB-C maintenant c'est quasiment présent sur tous les Macs. Et donc je vous ai sélectionné donc, ce G-Drive qui est un disque dur qui a un design vraiment sympa, il rappelle un petit peu les anciens Mac Pro. Et puis surtout, bah, il propose des caractéristiques intéressantes puisqu'il monte jusqu'à 10 Tera, donc sur un seul disque à plateau. Il se connecte donc en USB-C nativement, le câble est fourni dans la boîte. Et puis surtout, il recharge ton Mac donc jusqu'à 45 watts, donc ça suffit quand même la plupart du temps. Bref, c'est un bon disque dur voilà, pour faire du stockage si vous faites de la photo, de la vidéo. Alors au niveau des applications, tu nous as fait une belle sélection. Alors on va pas les voir en détail en vidéo parce que ce serait beaucoup trop long, on va faire ça par écrit, hein. Je vous mettrai les petits liens dans la description. Mais tu nous as sélectionné donc des applications pour Mac, pour iOS, aussi bien des utilitaires, des jeux, et tu as trouvé quelques perles quand même, hein. Voilà, c'est ça. Par exemple, on pourra retrouver Monument Valley 2, qui n'a pas été vraiment mis en avant cette année, ou des jeux indépendants comme Too Dark, qui a été développé par le papa de Alone in the Dark. On retrouve aussi des utilitaires comme Ulysse, un traitement de texte qui a fait son entrée sur iOS cette année, ou Luminaire 2018 qui est un concurrent de Lightroom et qui a fait une belle progression par rapport à l'année dernière. Oui, puis il y a des petits utilitaires comme TripMode, là, moi que j'utilise assez souvent, qui permet de contrôler quand tu partages ta connect, hein, que tu manges pas tout ton forfait data. Bref, je vous mettrai tous les liens de la sélection de Laetitia dans la barre de description. Alors on passe au coup de cœur Laetitia et je commence donc pour moi avec le Google Home qui est donc l'enceinte connectée de Google qui coûte à peu près 150 €, donc c'est pas trop cher et je trouve que bah, finalement en fait il remplace pas mal Siri chez moi, c'est-à-dire pour mettre le minuteur, voilà, tu l'appelles depuis la cuisine, ça fonctionne assez bien d'une pièce à l'autre. Tu peux aussi lancer de la musique, alors c'est pas une enceinte de grande qualité mais pour mettre la radio ça peut largement suffire. Et puis je trouve que c'est un produit qui est bien fini, qui s'intègre bien dans l'environnement iOS. Alors évidemment je vous ferai un test un petit peu plus complet parce qu'effectivement il faut quand même du temps hein, pour tester sur la durée, pour voir aussi avec quel produit le connecter. Mais voilà, pour l'instant je suis assez convaincu et je pense que la compétition quand même va être rude parce que ce produit commence à être bien installé et quand Apple va débarquer, bah voilà, ils auront déjà quand même des acteurs de poids. Alors il n'y a pas encore Amazon, mais il y a Google qui a notamment sorti, donc on en parlait tout à l'heure, une petite enceinte, une version miniature qui coûte une cinquantaine d'euros, donc c'est quand même vraiment pas cher. Et là il n'y aura absolument pas Apple sur le terrain, du moins dans un premier temps. Bref, le Google Home, c'est mon coup de cœur de l'année et je vous ferai un petit test prochainement. Bon Laetitia, c'est quoi ton coup de cœur toi? Alors moi mon coup de cœur cette année c'est quand même la mini Super NES. C'est vraiment l'objet nostalgique par excellence, on peut rejouer des vieux jeux d'époque avec nos amis, Street Fighter, Donkey Kong, Mario Kart, F-Zero, donc c'est vraiment un plaisir de jouer ça sur sa grosse télé. Surtout qu'ils ont comblé un petit peu les erreurs qu'ils avaient fait avec la Super NES, on a des câbles plus longs et surtout 2 manettes dès l'achat, donc c'est vraiment agréable. Ouais, le plus dur c'est quand même de la trouver hein. Et puis surtout à des tarifs, avant elle était vendue moins de 100 €, là on regardait sur Amazon 110, 120 € et encore quand il y a du stock. Alors on passe au coup de cœur d'Arthur, je crois que tu nous as sélectionné une petite console hein. Absolument, c'est la Switch de Nintendo. C'est mon coup de cœur de l'année, ce qui a ruiné ma productivité sur une grande partie de l'année. Voilà, c'est ce qui, moi, j'adore la Switch surtout parce que non seulement c'est une console de salon qu'on peut emporter pour jouer à ses jeux partout, mais surtout il y a des titres qui sont exceptionnels et qui ne sont disponibles que sur la console de Nintendo, à savoir l'excellent Zelda Breath of the Wild et Mario Odyssey que j'ai fini récemment, qui est extraordinaire aussi, dont je me lasse pas et que je pense que je vais recommencer très bientôt. Et maintenant c'est au tour du coup de cœur de Laurence. Mon coup de cœur, vous avez pu le voir derrière moi tout au long des vidéos précédentes, il s'agit de Lilo, de la start-up française Prêt à Pousser. C'est un petit potager d'intérieur intelligent qui vous permet de cultiver toute l'année des aromates dans votre appartement, votre cuisine ou dans votre bureau. Alors moi je trouve que c'est un très joli objet contemporain qui est posé sur un support en bois clair et positionné sous une lumière, une lampe lumière du jour. Les plantes sont conditionnées dans des petits godets, dans des capsules tout en un qu'il suffit d'insérer dans le pot. Pour le côté connecté, il y a une application iOS qui permet d'accéder à un guide d'installation en images, à des notifications des actions à réaliser, des informations sur les plantes et la possibilité de régler l'intensité et le cycle de lumière, ce qui vous permet d'éviter ceci. Alors John, ton coup de cœur, tu m'as mis sur ma fiche, j'ai LG 38U C99W, je sais même pas de quoi on parle en fait. Alors oui, c'est effectivement au niveau marketing, on pourrait faire mieux chez LG au niveau des noms. Donc c'est juste un écran gigantesque. Ça permet surtout aux gens qui ont un multi-écran de le remplacer par un seul écran avec une définition vraiment
très agréable, c'est du WQHD+, donc 3840 par 1600 pixels, presque du 4K, un 4K avec une bande en moins au-dessus. Et il se branche en USB-C, c'est ça? C'est ça, alors il y a la prise USB-C, donc super pour les Mac modernes. Par contre, ça ne charge qu'à 10 watts, donc ce sera pas suffisant. Mais il y a quelque chose derrière, des ports USB, des choses comme ça? Il y a un port Quick Charge, oui, 3, et puis il y a OS 3.0, et puis il y a aussi la capacité de diviser son affichage entre 4 appareils distincts en fait. Et ça peut être agréable, ça peut être utile. Et le prix de ce bazar? Alors le prix par contre est vraiment stratosphérique puisqu'il faut 1200, presque 1250 € pour se l'offrir. Ah voilà, c'est presque le prix de l'écran LG 5K. Donc, voilà. Effectivement. Alors on termine avec le coup de cœur d'Eric. Alors Eric, c'est quoi ton coup de cœur en 2017? Alors mon coup de cœur pour 2017 en fait c'est le rachat par DxO de la suite logicielle Mi Collection. C'est une suite de petits plugins pour Photoshop, Lightroom ou autre, ou de petits logiciels indépendants spécialisés dans la retouche photo. Donc quand on connaît l'expertise de DxO dans ce domaine, on ne peut être qu'impatient de voir le résultat. Et donc 2018 devrait nous réserver plein de jolies choses et plein de très jolies photos. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, mais n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les descriptions, les liens et les photos dans la barre de description de la vidéo. Voilà, et puis nous, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, on est partout maintenant, même sur Instagram, Snapchat, donc n'hésitez pas à nous suivre. J'ai vu qu'on était aussi plus de 31 000, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce qu'on fait. Et puis nous, on se retrouve sur nos applications mobiles, il y a les liens juste sous la vidéo, et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.